Il est dangereux. Mes parents détestaient notre voisin. À son enterrement, j'ai découvert qui il était vraiment. Les funérailles ont eu lieu un mardi. Ciel gris, pluie fine, le genre de journée d'octobre qui donne l'impression que le monde lui-même est en deuil. Je me tenais au bord du cimetière, regardant deux hommes que je ne connaissais pas descendre un cercueil dans la terre. Le prêtre lisait dans un livre qu'il avait probablement lu des milliers de fois auparavant, ces mots automatiques, impersonnels. Il n'y avait pas de fleurs, sauf celles que les pompes funèbres avaient fournies dans le cadre de leur forfait de base. Pas de musique, pas d'éloge funèbre, pas de proches en deuil faisant la queue pour partager les souvenirs d'une vie bien remplie. Juste moi, le prêtre, et le vieil homme qui avait habité à côté de mes parents pendant 40 ans. Je n'ai pas pleuré. Je ne savais pas si j'étais censé le faire. Je ne savais pas si j'en avais gagné le droit. Mais je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la dernière pelletée de terre recouvre le cercueil, jusqu'à ce que les ouvriers rangent leur matériel et repartent en voiture. Jusqu'à ce que le prêtre me serre la main et m'offre des condoléances qui sonnaient creux, car il n'avait jamais connu l'homme qui l'enterrait. Et c'est alors que l'avocat est apparu. Il était jeune, peut-être 30 ans, portant un costume trop grand pour lui et tenant une mallette en cuir qui semblait plus vieille que lui. Il a traversé l'herbe mouillée vers moi, ses chaussures faisant un bruit de succion à chaque pas. Et je me souviens avoir pensé qu'il avait l'air nerveux, comme s'il portait quelque chose de lourd, comme s'il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait tout changer. Monsieur Webb, Marcus Webb. Oui. Je m'appelle Daniel Patterson. J'étais l'avocat de Monsieur Hartley. Il a fait un geste vers la tombe fraîchement creusée. J'espérais vous trouver ici. Comment saviez-vous que je viendrais? Il a souri, d'un sourire triste. Il a dit que vous viendriez. Il a dit que vous seriez le seul. C'est à ce moment-là qu'il m'a tendu l'enveloppe. Je dois m'expliquer. Je m'appelle Marcus Webb et je suis professeur d'histoire au lycée à Hartford, Connecticut. J'ai 41 ans, je suis divorcé depuis 3 ans, sans enfant. Je passe mes journées à enseigner aux élèves de seconde la guerre de sécession, la Grande Dépression et tous les autres événements qui ont façonné notre pays. J'essaie de leur faire comprendre que l'histoire, ce n'est pas seulement des dates et des noms dans un manuel. Ce sont des gens. Des gens ordinaires qui font des choix dont les répercussions se propagent à travers le temps, affectant des générations qu'ils ne rencontreront jamais. Je n'aurais jamais pensé me retrouver un jour dans un cimetière, tenant une enveloppe d'un homme mort, sur le point de découvrir que ma propre histoire était construite sur un mensonge. Que chaque vérité que je pensais connaître sur ma famille était une fiction soigneusement construite, conçue pour cacher quelque chose de monstrueux. Mais je vais trop vite en besogne. Le vieil homme s'appelait Walter Hartley. Il a emménagé dans la maison voisine de celle de mes parents en 1984, l'année de ma naissance. D'aussi loin que je me souvienne, il avait toujours été là, une figure du quartier, une présence constante. Sa maison était une petite Cape Cod, blanche aux volets verts, toujours impeccablement entretenue, même lorsqu'il vieillissait et que se déplacer devenait plus difficile. Sa pelouse était toujours tondue, ses gouttières toujours propres. Sa voiture, une Toyota beige qui devait avoir 20 ans, était garée au même endroit dans son allée, chaque jour. Et d'aussi loin que je me souvienne, mes parents l'avaient haï. Je n'utilise pas ce mot à la légère. La haine est un mot fort, un mot que j'essaie d'apprendre à mes élèves à utiliser avec prudence. Il y a une différence entre l'aversion et la haine, entre l'agacement et la haine, entre l'indifférence et la haine. La haine est active. La haine demande de l'énergie. La haine est un feu qu'il faut constamment alimenter. Mes parents, Richard et Catherine Webb, ont alimenté ce feu pendant 40 ans. Ils ne lui ont jamais parlé. Pas une seule fois, pas un seul mot en 4 décennies de vie à 5 mètres de distance. S'il le voyait dans l'allée en train de prendre son courrier, il faisait demi-tour et rentrait à l'intérieur. Même s'ils étaient en plein milieu de quelque chose. S'il le croisait dans la rue en promenant le chien, il traversait de l'autre côté, tirant si fort sur la laisse que le chien jappait. S'il leur faisait un signe de la main, il le regardait comme s'il était transparent. Ils ont construit une clôture de 3 mètres entre les propriétés, la plus haute autorisée par le code municipal. Mon père a passé un week-end entier à la construire, refusant toute aide, enfonçant chaque poteau dans le sol avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Quand ce fut terminé, il a reculé et l'a regardé avec satisfaction, comme s'il avait bâti une forteresse pour repousser une armée d'envahisseurs. Voilà, a-t-il dit. Maintenant, nous n'aurons plus à le voir. Ils l'ont poursuivi en justice 3 fois.
Le premier procès concernait une branche d'arbre qui dépassait sur la ligne de propriété. La branche empiétait peut-être de 60 cm dans notre espace aérien, totalement inoffensive, mais mon père a engagé un avocat et a traîné Walter au tribunal. Le juge a statué en faveur de Walter, qualifiant le procès de futile, mais mon père a fait appel. Il a également perdu l'appel. Les frais de justice lui ont coûté 8 000 $. Il s'en fichait. C'est une question de principe, disait-il. Le deuxième procès concernait le chien de Walter, un vieux et doux golden retriever nommé Biscuit. Ma mère prétendait que le chien l'avait menacé, qu'il avait grogné et s'était jeté sur elle pendant qu'elle jardinait. J'avais 12 ans à l'époque, et je savais que c'était un mensonge. J'avais vu Biscuit de nombreuses fois à travers les interstices de la clôture avant qu'elle ne soit entièrement renforcée. Le chien était ancien, arthritique, à peine capable de marcher, encore moins de se jeter sur quelqu'un. Mais mes parents ont tout de même poursuivi le procès. Le tribunal a ordonné à Walter de se débarrasser du chien. Je me souviens avoir regardé depuis la fenêtre de ma chambre une camionnette de la fourrière s'arrêter devant sa maison. Je me souviens avoir vu Walter sortir avec Biscuit dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Je me souviens de l'avoir vu embrasser la tête du chien avant de le confier. J'ai pleuré cette nuit-là. Je ne savais pas pourquoi mes parents faisaient ça. Je savais juste que c'était mal. Le troisième procès portait sur un problème de drainage dont je ne suis toujours pas sûr qu'il ait réellement existé. Mon père affirmait que l'aménagement paysager de Walter dirigeait l'eau vers notre propriété, endommageant les fondations. Des ingénieurs ont été engagés. Des rapports ont été déposés. L'affaire a traîné pendant 2 ans. Walter ne s'est jamais défendu. Pas vraiment. Il se présentait aux audiences. Il payait les amendes ordonnées. Il a coupé la branche d'arbre. Il a donné le chien. Il a ajusté son aménagement paysager. Et malgré tout, il est resté. Il n'a jamais déménagé. Il n'a jamais vendu la maison. Il n'a jamais battu en retraite. Pourquoi le détestez-vous autant, ai-je demandé un jour à ma mère, quand j'avais peut-être 10 ans. Nous étions dans la cuisine et je l'avais surprise en train de regarder fixement la maison de Walter par la fenêtre avec une expression qui m'effrayait. Qu'a-t-il fait? Son visage s'est glacé. Pas de colère, pas de tristesse, juste froid comme une porte qui claque. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et éteint la chaleur qui s'y trouvait. C'est un homme dangereux, Marcus. Tu ne dois jamais lui parler, ne jamais l'approcher, ne jamais même le regarder. Tu comprends? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le rend dangereux? A-t-il fait du mal à quelqu'un? Certaines choses ne sont pas à la portée des enfants. Fais simplement confiance à tes parents. Reste loin de lui. Mais maman. J'ai dit, reste loin de lui. Sa voix était devenue tranchante. Plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Si jamais je t'attrape en train de parler à cet homme, il y aura des conséquences. De graves conséquences. Tu m'as compris? Oui, maman. Bien. Maintenant, va faire tes devoirs. Mais je ne suis pas resté à l'écart. Pas complètement. Cela a commencé quand j'avais 7 ans. Je jouais dans le jardin, lançant une balle de tennis contre la clôture. Ennuyé et seul. De cette façon dont seuls les enfants uniques peuvent s'ennuyer et se sentir seuls un après-midi d'été. Mes parents étaient à l'intérieur, se disputant à propos de quelque chose. Ils se disputaient beaucoup à l'époque. À propos d'argent, de travail, de qui devait venir me chercher à l'école, de choses que je ne comprenais pas et de choses que je ne comprenais que trop bien. La balle est passée par-dessus la clôture, dans le jardin de Monsieur Hartley. Je suis resté là, figé, le cœur battant. Les avertissements de ma mère résonnaient dans ma tête. Dangereux. Ne jamais l'approcher. Grave conséquence. Mais j'adorais cette balle. Mon grand-père me l'avait donnée, le père de ma mère, le seul grand-parent que j'ai jamais connu. Il était mort l'année précédente, et cette balle était l'une des seules choses qui me restaient de lui. Les 3 autres grands-parents étaient morts, ou du moins c'est ce qu'on m'avait dit. Les parents de mon père étaient morts avant ma naissance, disait-il. Il n'y avait pas de photos d'eux, pas d'histoire à leur sujet, rien. J'ai regardé la clôture. C'était du bois massif, sans interstice, aucun moyen de voir à travers. Mais près du sol, là où la clôture touchait la terre, il y avait un petit trou, d'environ 15 cm de diamètre, un nœud dans le bois qui était tombé avec le temps,
ou peut-être qu'un animal avait creusé là. Assez grand pour voir à travers, assez grand pour passer la main. Je me suis mis à genoux dans l'herbe, sans me soucier de la saleté qui tachait mon jean, et j'ai regardé à travers le trou. Et là, il y avait monsieur Hartley, assis sur une chaise de jardin, lisant un livre. Il était vieux, probablement 70 ans, avec des cheveux blancs qui avaient besoin d'une coupe et un visage buriné qui parlait d'années passées à l'extérieur. Il portait un gilet et des pantoufles, comme le grand-père d'un conte de fées. Une tasse de thé était posée sur la table à côté de lui, la vapeur s'élevant dans l'air estival. Il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air seul. Il avait l'air de la personne la plus triste que j'ai jamais vue. Il a dû sentir que je l'observais, car il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers le trou de la clôture. Je m'attendais à ce qu'il crie, qu'il appelle mes parents, qu'il fasse quelque chose de menaçant. Je me suis préparé à la colère, à la confrontation, à la preuve que ma mère avait raison. Au lieu de cela, il a souri. « Tu as perdu quelque chose » a-t-il dit. Sa voix était douce, rauque avec l'âge. La voix d'un homme qui n'avait parlé à personne depuis longtemps. Ma balle. Elle est passée par-dessus. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Il s'est levé lentement, ses articulations craquant, et a marché jusqu'à l'endroit où la balle avait atterri près de son parterre de fleurs. Il l'a ramassée, l'a examinée un instant, puis s'est approché de la clôture. Il s'est mis à genoux avec un grognement d'effort, et je pouvais voir son visage plus clairement maintenant. Des yeux bienveillants, des rides profondes, un visage qui avait connu la tristesse. Il a fait rouler la balle à travers le trou. « Tiens, fiston. Merci. » « De rien. » Il a marqué une pause, me regardant à travers le trou. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû prendre la balle et courir à l'intérieur comme ma mère me l'avait dit. Mais quelque chose m'a retenu. Un instinct qui me disait que cet homme n'était pas ce que mes parents disaient de lui. « Tu es Marcus, n'est-ce pas ?» Le garçon d'à côté. « Oui, monsieur. Je suis Walter. C'est un plaisir de te rencontrer enfin, Marcus. Je t'ai vu grandir d'ici. Tu n'étais qu'un bébé quand j'ai emménagé. Mes parents disent que je ne devrais pas vous parler. » Son visage a été traversé par une lueur. De la douleur, peut-être, ou simplement de la résignation. L'expression de quelqu'un qui avait déjà entendu ces mots et avait appris à les accepter. « Je sais, et tu devrais écouter tes parents. Ils ne veulent que ton bien. Alors pourquoi me parlez-vous » Il est resté silencieux un moment. Quand il a repris la parole, sa voix était chargée de quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque, mais que je reconnais maintenant comme du chagrin. « Parce que tu mérites la gentillesse, Marcus. Chaque enfant mérite la gentillesse. Même si ce n'est qu'un mot à travers une clôture. J'aurais dû partir. J'aurais dû rapporter la conversation à mes parents. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit, mon grand-père m'a donné cette balle avant de mourir. Elle est spéciale pour moi. Alors tu devrais en prendre bien soin. Les choses spéciales sont difficiles à trouver. Je le ferai. Bien. » Il a commencé à se relever, puis s'est arrêté. « Marcus, si jamais tu veux parler, je suis toujours là. Juste de l'autre côté de cette clôture. Regarde simplement par le trou et dis bonjour. » D'accord. J'ai couru vers la maison, le cœur battant, la balle serrée contre ma poitrine. Je n'ai pas dit à mes parents ce qui s'était passé. Je ne l'ai dit à personne. Mais je suis revenu le lendemain. Et le jour d'après. Le trou dans la clôture est devenu notre secret. Chaque après-midi de cet été-là, quand mes parents étaient distraits, en train de se disputer, ou simplement trop absorbés par leur propre vie pour le remarquer, je me faufilais jusqu'à la clôture. Je m'agenouillais dans l'herbe et Walter tirait sa chaise de jardin de l'autre côté, et nous parlions. D'abord, nous parlions de petites choses, l'école, mes amis, les livres que je lisais. Il m'a demandé quelles étaient mes matières préférées et je lui ai dit que j'aimais l'histoire, que je trouvais que c'était comme un travail de détective, assembler des indices du passé pour comprendre comment nous en étions arrivés au présent. Il a souri à cela. « Tu as un esprit curieux » a-t-il dit. « C'est un don. Ne le perds jamais. » Il m'a raconté des histoires sur sa propre vie, les endroits où il avait voyagé quand il était plus jeune, des pays que je n'avais vus que dans des manuels. Il était allé en Italie, en France et en Égypte.
Il avait vu les pyramides, la tour Eiffel et les ruines de Pompéi. Il les décrivait avec tant de détails que je pouvais presque les voir moi-même. Presque sentir le sable sous mes pieds et le soleil sur mon visage. « Pourquoi avez-vous tant voyagé ?» ai-je demandé. « Parce que je voulais comprendre » a-t-il dit. « Le monde est si grand, Marcus. Si plein de gens, de lieux et d'histoires. Je voulais en voir le plus possible. Voyagez-vous encore ? » Il a secoué la tête. « Plus maintenant. De nos jours, mon monde, c'est ce jardin, cette chaise, cette clôture. Ça a l'air solitaire. » Il m'a regardé avec ses yeux gentils et tristes. Ça l'est. Mais c'est un choix que j'ai fait. Et je le referai. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Pas à ce moment-là. Parfois, il passait la main par le trou pour me donner des choses. Un bonbon. Une bande dessinée. Une fois, un petit oiseau en bois qu'il avait sculpté lui-même. Je sculptais tout le temps avant, m'a-t-il dit en me le donnant. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris. Il disait que c'était bon pour l'âme. Fabriquer quelque chose de ses mains. Il est magnifique. Garde-le. Quelque chose pour te souvenir de moi. Je gardais tous ces cadeaux cachés dans une boîte à chaussures sous mon lit. Terrifié que mes parents les trouvent et découvrent mon secret. Les bonbons, je les mangeais rapidement, savourant chaque morceau. Les bandes dessinées, je les lisais à la lampe de poche après l'heure du coucher. L'oiseau en bois, je le tenais chaque nuit avant de m'endormir, passant mes doigts sur la surface lisse, m'interrogeant sur l'homme qui l'avait fabriqué. Ces rencontres ont continué pendant des années, à travers l'école primaire, le collège et les premières années du lycée. Je me faufilais jusqu'à la clôture dès que je le pouvais, volant des moments avec le vieil homme que mes parents appelaient dangereux. Il m'a vu grandir à travers ce trou dans la clôture. Il a célébré mon premier à un test d'histoire. Je savais que tu réussirais, a-t-il dit. Tu as un talent naturel pour comprendre le passé. Il m'a consolé quand je n'ai pas été sélectionné pour l'équipe de basket. Tout le monde n'est pas fait pour être un athlète, a-t-il dit. Mais tu as d'autres dons. Des dons qui dureront plus longtemps que n'importe quel match. Il m'écoutait quand je parlais des filles qui me plaisaient, des amis qui m'avaient trahi et de tous les petits drames de l'adolescence. Grandir est difficile, disait-il. Plus difficile que les gens ne s'en souviennent. Mais tu t'en sors bien, mieux que moi à ton âge. Il était, à bien des égards, la seule personne qui m'ait jamais vraiment écouté. Mes parents étaient toujours distraits, toujours occupés, toujours concentrés sur leurs propres problèmes, leurs propres disputes, leurs propres ressentiments. Ils subvenaient à mes besoins matériels, me donnaient de la nourriture, des vêtements et un toit au-dessus de ma tête. Mais émotionnellement, ils étaient absents, froids. Walter a comblé ce vide. Il m'a donné ce que mes parents ne pouvaient ou ne voulaient pas me donner. De l'attention, de la validation, le sentiment que quelqu'un se souciait de qui j'étais, de ce que je pensais et de ce dont je rêvais. Je sais maintenant que j'étais affamé d'affection, et il m'a nourri, une conversation à la fois, à travers un trou dans une clôture en bois. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon permis de conduire. Soudain, j'avais la liberté. Je pouvais aller où je voulais sans que mes parents le sachent. Et le premier endroit où je suis allé, c'était de l'autre côté du pâté de maison, devant la maison de Monsieur Hartley, pour frapper à sa porte pour la première fois. Mon cœur battait la chamade en montant les marches de son perron. Je connaissais cet homme depuis 9 ans, je lui avais parlé des centaines de fois, mais je n'avais jamais mis les pieds sur sa propriété. Je n'avais jamais vu l'intérieur de sa maison. Je ne l'avais jamais regardé sans une clôture entre nous. Il a ouvert la porte lentement, ses yeux s'écarquillant en me voyant. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais vous parler en personne, pour de vrai. » Il a regardé par-dessus mon épaule vers la maison de mes parents, vers la clôture qui nous séparait. « Tes parents n'approuveraient pas, je m'en fiche. J'ai 16 ans. Je peux prendre mes propres décisions. » Il m'a étudié un long moment. Je pouvais le voir peser les risques, calculer les conséquences possibles. Puis quelque chose a changé dans son expression. Une décision prise. « Entre », a-t-il dit rapidement. Sa maison était petite mais chaleureuse. Des livres partout, empilés sur toutes les surfaces, débordant d'étagères qui tapissaient chaque mur. Des romans, des livres d'histoire, des biographies, des guides de voyage, plus de livres que je n'en avais jamais vus en un seul endroit en dehors d'une bibliothèque. Des photos sur les murs montraient des paysages et des vues de villes du monde entier.
Les endroits dont il m'avait parlé. Les pyramides, la tour Eiffel, un jeune homme debout sur une montagne, les bras écartés, souriant à l'appareil photo. C'est vous, ai-je demandé en montrant la photo de la montagne. Il y a longtemps, avant que tout ne change. Qu'est-ce qui a changé? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a fait un geste vers le canapé. Assieds-toi. Je vais faire du thé. Le salon était confortable d'une manière que la maison de mes parents n'avait jamais été. Une cheminée avec un fauteuil usé devant. Une couverture tricotée à la main drapée sur le canapé. Un chat que je n'avais jamais vu auparavant dormant sur un rebord de fenêtre. Je ne savais pas que vous aviez un chat. Elle s'appelle Ombre. Elle est arrivée il y a quelques années et n'est jamais partie. Parfois, la meilleure famille est celle qui vous choisit. Il est revenu avec 2 tasses de thé et s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. 2 personnes se voyant enfin clairement après des années de fragments à travers une clôture. C'est étrange, a-t-il dit. De te voir ici, chez moi. J'ai imaginé ce moment tant de fois. Moi aussi. Tu es devenu un jeune homme bien, Marcus. J'espère que tu le sais. Merci. J'ai pris une gorgée de thé. Earl Grey avec du miel. Monsieur Hartley, puis-je vous demander quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi mes parents vous détestent-ils tant? Qu'est-ce que vous leur avez fait? La question flottait dans l'air entre nous. J'ai observé son visage, cherchant des indices, cherchant n'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre. Il a posé sa tasse de thé. C'est une question compliquée, Marcus. Avec une réponse compliquée. Et je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. S'il vous plaît. Je me le demande depuis toute ma vie. J'ai besoin de savoir. Il est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était lourde de décennies de regrets. Certains secrets ne m'appartiennent pas. Certaines vérités ne causeraient que de la douleur. Mais je vais te dire ceci, je n'ai jamais rien fait pour nuire à tes parents. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime. Vous m'aimez? Vous me connaissez à peine. Je te connais mieux que tu ne le penses. Il m'a regardé avec ses yeux tristes. Je t'ai vu grandir. Je t'ai vu lutter et réussir. J'ai vu le genre de personne que tu deviens et je suis fier de toi, Marcus. Plus fier que tu ne le sauras jamais. Pourquoi? Pourquoi seriez-vous fier de moi? Je ne suis que le gamin d'à côté. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Puis s'est arrêté. Je pouvais le voir se débattre avec lui-même, menant une bataille interne que je ne pouvais pas comprendre. Un jour, dit-il finalement. Un jour, je te dirai tout. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, profitons simplement de ça. Toi, ici, chez moi. Après toutes ces années. Nous avons parlé pendant 3 heures ce jour-là. C'était différent de nos conversations à travers la clôture, plus ouvert, plus réel. Je lui ai parlé de mes parents, de la froideur de notre maison, de la façon dont je me sentais parfois comme un étranger dans ma propre famille. Il a écouté sans juger. Et quand j'ai eu fini, il a dit quelque chose qui m'est resté pendant des années. La famille, c'est compliqué, Marcus. Parfois, les personnes qui devraient nous aimer le plus sont celles qui nous blessent le plus profondément. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas aimable. Cela veut dire qu'ils sont brisés d'une manière que tu ne peux pas réparer. Êtes-vous brisé, monsieur Hartley? Ses yeux sont devenus lointains. À certains égards, oui. Nous le sommes tous. Mais certaines fractures guérissent et d'autres non. Qu'est-ce qui vous a brisé? Il a souri tristement. La même chose qui brise tout le monde finalement. La perte, le regret, le poids des choix faits il y a longtemps. Je lui ai rendu visite régulièrement après cela, 2 fois par semaine, parfois plus. Mes parents ne l'ont jamais su. Ils ne demandaient jamais où j'allais, ne semblaient jamais remarquer mes absences. Ils étaient trop absorbés par leur propre vie, leurs propres problèmes, leur propre mariage qui s'effritait lentement. Quand je suis parti pour l'université à 18 ans, monsieur Hartley a été le seul à pleurer. Je suis si fier de toi, m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras sur son porche. C'était la première fois qu'il me serrait dans ses bras. Il semblait frêle entre mes bras, plus petit que ce à quoi je m'attendais, ses os fins sous son gilet. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je reviendrai te voir.
Je sais que tu le feras. Et vous serez là. Je serai toujours là, Marcus. Juste à côté, à attendre. Et je suis revenu. À chaque vacances, chaque été, je prenais du temps pour lui. Même si ma vie devenait plus chargée. Alors que j'allais à l'université, que j'obtenais mon diplôme d'enseignant. Alors que je me mariais avec une femme nommée Jennifer, qui n'a jamais vraiment compris pourquoi je passais tant de temps avec ce vieux voisin bizarre. Je n'ai jamais oublié l'homme qui m'avait montré de la gentillesse quand personne d'autre ne le faisait. Jennifer et moi avons divorcé après 6 ans. Nous voulions des choses différentes. Elle disait que nous étions des personnes différentes. Elle n'avait pas tort. J'avais toujours gardé une partie de moi en retrait, lui avait toujours caché des secrets. J'avais toujours eu l'impression de vivre une double vie. La vie que tout le monde voyait et la vie qui existait dans une petite maison à côté de celle de mes parents. Quand j'ai parlé du divorce à Walter, il a écouté en silence. Je suis désolé, Marcus. Le mariage est difficile. Encore plus difficile quand il y a des choses que l'on ne peut pas partager. Que voulez-vous dire? Rien. Juste une observation de vieil homme. Mais quelque chose avait changé au fil des ans. Dans la vingtaine, nos conversations se sont raccourcies. Il semblait fatigué, distrait. Parfois, il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé un jour. C'est juste la vieillesse qui me rattrape. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Ne t'inquiète pas, je me suis inquiété quand même. Dans la trentaine, il a commencé à décliner. Sa mémoire flanchait. Il répétait des histoires qu'il m'avait déjà racontées, oubliait des noms et des dates, perdait le fil de ce dont nous parlions au milieu d'une phrase. Sa mobilité s'est détériorée. Il a cessé de se déplacer, même pour aller à l'épicerie, comptant sur les services de livraison et l'aide occasionnelle que je pouvais fournir. J'ai proposé de l'aider à déménager, à trouver un endroit qui pourrait s'occuper de lui correctement. Non, dit-il fermement. Je reste ici. Je dois rester ici. Pourquoi? La maison est trop grande pour vous. C'est trop de travail. Il y a des endroits avec des infirmières, des médecins, des gens qui peuvent vous aider. Il m'a regardé avec ses yeux tristes et fatigués. Parce que c'est ici que tu es, Marcus. C'est d'ici que je peux te voir. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Pas à ce moment-là. La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était 2 semaines avant les funérailles. Il était à l'hôpital, son corps cédant finalement après 90 ans d'usage. Je me suis assis près de son lit, lui tenant la main, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. J'aurais dû te le dire, a-t-il murmuré. Sa voix était à peine audible par-dessus le bip des machines. J'aurais dû te le dire il y a des années. Me dire quoi? Qu'auriez-vous dû me dire? Mais ses yeux s'étaient fermés. Il a sombré dans le sommeil. Et je n'ai jamais eu ma réponse. Pas de son vivant. Jusqu'aux funérailles. Jusqu'à l'avocat. Jusqu'à l'enveloppe. Je l'ai ouverte dans ma voiture, les mains tremblantes. La pluie avait cessé, mais le ciel était toujours gris, l'air encore lourd d'humidité. Je me suis assis sur le parking du cimetière, entouré de pierres tombales et de silence, et j'ai lu la lettre qui allait tout changer. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule feuille de papier couverte d'écriture manuscrite. J'ai reconnu la même écriture qui avait étiqueté les cadeaux d'anniversaire glissés à travers la clôture. La même écriture sur les notes glissées dans les bandes dessinées. La même écriture que j'avais vue sur les dos des journaux intimes dans son bureau. L'écriture de Walter. À mon petit-fils, Marcus. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu connais enfin la vérité. Je suis désolé qu'il ait fallu ma mort pour te le dire. Je suis désolé pour toutes ces années de silence. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi. Ton père est mon fils. Son nom n'a pas toujours été Richard Webb. C'était Richard Hartley. Il était mon garçon, mon unique enfant, le centre de mon monde. Après le décès de sa mère alors qu'il n'avait que 10 ans, je l'ai élevé seul. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Je l'aimais plus que la vie elle-même. Et puis, il y a 45 ans, il a fait quelque chose de terrible. Je ne te dirai pas ce que c'était. Pas dans cette lettre. Les preuves se trouvent dans mon grenier, dans une boîte étiquetée La Vérité.
Tu y trouveras tout. Des photographies, des documents, des coupures de presse, une lettre de sa propre main, tout ce dont tu as besoin pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Quand j'ai confronté ton père à ce qu'il avait fait, il m'a donné le choix, garder le silence ou le perdre pour toujours. Je ne pouvais pas garder le silence. Je ne pouvais pas prétendre que je ne savais pas ce que je savais. Alors, il m'a rayé de sa vie, a changé de nom, a déménagé, a recommencé avec une nouvelle identité, une nouvelle histoire, un nouveau père qui, commodément, n'existait pas. Il a dit à tout le monde que j'étais mort. Il t'a dit que j'étais mort. Mais je ne pouvais pas te laisser partir. Tu étais mon petit-fils, mon sang, la seule famille qu'il me restait. Alors, j'ai fait quelque chose que certains pourraient qualifier de folie. J'ai vendu tout ce que je possédais, mon entreprise, mes investissements, tout, et j'ai acheté la maison à côté de la sienne. Je voulais te voir grandir. Je voulais être près de toi, même si je ne pouvais pas faire partie de ta vie. Ton père m'a reconnu immédiatement. Bien sûr, il ne pouvait pas m'empêcher d'acheter la maison, mais il pouvait s'assurer que tu ne saches jamais qui j'étais. Il t'a dit que j'étais dangereux. Il a construit des clôtures, intenté des procès et fait tout ce qu'il pouvait pour nous séparer. Mais il ne pouvait pas m'empêcher de t'aimer. Il ne pouvait pas m'empêcher de trouver des moyens de t'atteindre. Le trou dans la clôture, les cadeaux, les conversations. Chaque moment avec toi était un cadeau que je ne méritais pas, mais que je chérissais plus que tout. Je te lègue tout ce que j'ai. La maison, mes économies, tout. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. Plus important encore, je te lègue la vérité. Ce que tu en feras dépend de toi. Je ne te demande pas de détruire ton père. Je te demande juste de savoir qui j'étais, qui il est, et de comprendre que tu as été aimé. Chaque jour de ta vie, tu as été aimé par quelqu'un à qui il était interdit de te le dire. J'ai vu tes premiers pas par une fenêtre. J'ai entendu tes premiers mots à travers une clôture. J'ai célébré chaque réussite à distance. Incapable de te serrer dans mes bras, incapable de te dire à quel point j'étais fier. Mais j'étais toujours là, toujours à regarder, toujours à aimer. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. J'aurais seulement souhaité pouvoir te le dire plus tôt. J'aurais seulement souhaité que les choses aient été différentes. Ton grand-père, Walter Hartley. PS ne sois pas trop dur avec toi-même pour ne pas l'avoir vu plus tôt. Les meilleurs mensonges sont ceux que nous nous racontons à nous-mêmes, et ton père a eu 45 ans pour s'entraîner. Je suis resté dans ma voiture pendant 1 heure, lisant la lettre encore et encore. Mes mains tremblaient. Ma vision était brouillée par des larmes que je ne me souvenais pas avoir commencé à verser. Mon grand-père. Le vieil homme d'à côté. L'homme que mes parents avaient qualifié de dangereux, contre qui ils avaient construit des murs, qu'ils avaient poursuivi, harcelé et tenté de chasser pendant 4 décennies. C'était mon grand-père. Et mon père avait fait quelque chose de si terrible qu'il avait changé de nom et s'était construit une nouvelle identité juste pour y échapper. Qu'est-ce qui pouvait être si grave? Qu'est-ce qui pouvait valoir 45 ans de mensonges? J'ai conduit jusqu'à la maison de Walter. Ma maison maintenant, je suppose. L'avocat m'avait donné les clés avec la lettre. Je suis entré et j'ai monté les escaliers jusqu'au grenier. La maison était silencieuse. Ombre, le chat, était parti. Emmené dans un refuge après que Walter soit allé à l'hôpital. Les livres étaient toujours là, prenant la poussière. Les photos étaient toujours accrochées au mur, mais la vie avait disparu. La chaleur s'était estompée. Le grenier était exigu et sombre, rempli de boîtes, de vieux meubles et des débris accumulés d'une longue vie. Mais la boîte était exactement là où il avait dit qu'elle serait. Du vieux carton, poussiéreux, avec les mots « La vérité » écrits sur le côté au feutre noir délavé. Je l'ai descendu au salon, jusqu'au fauteuil où Walter s'asseyait. Je me suis versé un verre de whisky d'une bouteille que j'ai trouvée dans sa cuisine. Et puis j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient des coupures de presse, jaunies et cassantes avec l'âge. Des photographies, des documents juridiques, des lettres. Toute l'histoire de quelque chose dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. La première coupure datait de 1979. Un journal local d'une ville dont je n'avais jamais entendu parler, à peut-être 80 km de là où nous vivions. Le titre disait « Un délit de fuite laisse une jeune mère morte ». L'article décrivait comment une femme nommée Sarah Martinez, 28 ans, avait été heurtée par un véhicule alors qu'elle traversait la rue près de chez elle. C'était tard dans la nuit,
vers 23h30. Elle rentrait à pied de chez sa sœur, à seulement 3 pâtés de maison de là. Le conducteur avait pris la fuite. Elle est décédée à l'hôpital 3 heures plus tard, sans jamais reprendre connaissance. Elle laissait derrière elle un mari, Roberto, et 2 jeunes enfants. Michael, 7 ans. Elena, 4 ans. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. Mais Walter l'avait retrouvé. Il y avait des photographies dans la boîte. Des photos de la voiture de mon père de l'époque. Une Ford Mustang bleue avec des dommages au pare-choc avant et du côté passager. Des photos de l'intersection où Sarah Martinez est morte, montrant des traces de dérapage sur la chaussée. Des photos de reçus de réparation payés en espèces dans un garage à 2 villes de là, daté de 2 jours après l'accident. Il y avait un rapport de police, obtenu on ne sait comment, montrant que des témoins avaient décrit une voiture de sport bleu fuyant la Seine. La plaque d'immatriculation avait été masquée par la boue. L'affaire a été classée sans suite en 1 mois. Et puis il y avait la lettre. Une lettre de mon père à Walter, datée de 1979. De sa propre écriture. La même écriture que j'avais vue sur les cartes d'anniversaire et les autorisations de sortie toute ma vie. Papa, je sais que tu sais. Je l'ai vu dans tes yeux quand je suis rentré ce soir-là. La façon dont tu m'as regardé, la façon dont tu as regardé la voiture. J'étais ivre. Je ne l'ai pas vue avant qu'il ne soit trop tard. Elle est sortie de nulle part et puis il y a eu ce son horrible et j'ai juste paniqué. Je suis parti en voiture. Je sais que c'était mal. Je sais que j'aurais dû m'arrêter, mais j'avais peur, papa. J'avais si peur. S'il te plaît, ne le dis à personne. S'il te plaît. Je ne boirai plus jamais. Je ne conduirai plus jamais ivre. Je ferai tout ce que tu veux. Juste, s'il te plaît, garde ce secret. Si tu m'aimes, tu feras ça pour moi. Ton fils, Richard. La lettre était datée de 3 semaines après l'accident. 3 semaines pendant lesquelles mon père a porté le secret, regardé les nouvelles, attendu d'être attrapé, puis avoué à la seule personne qu'il pensait pouvoir le protéger. Walter avait gardé le secret pendant un certain temps. Il y avait d'autres lettres dans la boîte. Une réponse de Walter à mon père, datée de 1980. Richard, j'ai essayé de vivre avec ça. Dieu sait que j'ai essayé. Mais chaque nuit, je ferme les yeux et je vois cette femme. Je vois ses enfants aux funérailles, trop jeunes pour comprendre pourquoi leur mère ne rentrera pas à la maison. Je vois son mari détruit par le chagrin. Tu dois te rendre. C'est le seul moyen de réparer les choses. Ces enfants méritent de savoir ce qui est arrivé à leur mère. Ils méritent la justice. Et tu mérites une chance de rédemption, pas une vie de fuite. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus garder ce secret. Si tu ne vas pas à la police avant la fin du mois, j'irai. Ton père. La réponse de mon père était courte, écrite d'une main presque illisible, tremblante de colère, de peur, ou des deux. Si tu le dis à quelqu'un, je disparaîtrai. Je changerai de nom. Je déménagerai. Tu ne me reverras plus jamais. Et si j'ai un jour des enfants, tu ne les rencontreras jamais. C'est ce que tu veux? Perdre ton unique fils? Ne jamais connaître tes petits-enfants? C'est ton choix, papa. Pas le mien. Le tien. Ce n'était pas une menace en l'air. C'était une promesse. Et Walter avait fait son choix. Il avait choisi la justice plutôt que le silence. Il avait dit à mon père qu'il allait à la police. Et mon père avait tenu parole. Il a disparu, a changé son nom de Hartley en Webb, a déménagé à l'autre bout de l'État, a épousé ma mère, qui n'a jamais su la vérité ou a choisi de l'ignorer. Et Walter, ne lui restant plus rien, avait fait un autre type de choix. Il avait trouvé où son fils avait déménagé. Il avait acheté la maison d'à côté. Et il avait attendu. Pendant 40 ans. Il avait attendu 40 ans, regardant son petit-fils grandir derrière une clôture, volant des moments à travers un trou dans le bois, m'aimant de la seule manière qui lui était permise. Je suis resté dans ce salon toute la nuit, à tout lire. Au matin, j'avais l'image complète. Sarah Martinez, tuée le 15 mars 1979. 2 enfants, Michael et Elena, qui ont grandi sans mère. Un mari qui a essayé de tenir le coup pendant 5 ans avant que le chagrin et l'alcool ne le consument. Il est mort en 1984,
l'année de ma naissance, l'année où Walter a emménagé à côté. Une famille détruite par la lâcheté d'un seul homme. Une famille qui n'a jamais obtenu justice. J'avais un choix à faire. La confrontation a eu lieu 3 jours plus tard. 3 jours de nuit blanche et de questions sans fin. 3 jours à regarder mon visage dans le miroir et à essayer de voir mon père, d'essayer de voir l'homme qui avait tué une femme et s'était enfui. J'ai appelé à l'avance, disant à ma mère que je venais dîner. Elle a semblé surprise mais ravie. C'est merveilleux, Marcus. Ton père a demandé de tes nouvelles. J'en suis sûr, ai-je pensé. Je parie qu'il demande de mes nouvelles depuis la mort de Walter. Je suis arrivé à 19h. La même maison où j'avais grandi. La même pelouse parfaitement entretenue. Le même drapeau américain près de la porte. Mais maintenant, tout semblait différent. Maintenant, je voyais ce que c'était, un décor. Une illusion de respectabilité soigneusement construite sur les fondations d'un mensonge. Mon père était dans son bureau quand je suis arrivé, lisant un livre. Il avait 72 ans maintenant, retraité de la compagnie d'assurance où il avait travaillé pendant 30 ans. Ses cheveux étaient blancs, son visage ridé par l'âge. Il ressemblait à n'importe quel autre grand-père. Mais il ne l'était pas. C'était un tueur qui s'en était tiré. Marcus, il a levé les yeux de son livre. C'est une surprise. Ta mère a dit que tu venais dîner. Nous devons d'abord parler. Toi, moi et maman, maintenant. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. La reconnaissance. La peur. À propos de quoi? J'ai jeté la boîte sur son bureau. La boîte du grenier de Walter. La boîte étiquetée, la vérité. Le visage de mon père est devenu blême. Où as-tu eu ça? De mon grand-père. Il me l'a laissé dans son testament. Le silence s'est étiré entre nous. Mon père fixait la boîte comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Il est mort, a-t-il finalement demandé. Oui. Il est mort la semaine dernière. J'étais le seul à ses funérailles. Sa seule famille. Il n'était pas ta famille. Il était plus ma famille que tu ne l'as jamais été. Ma mère est apparue à la porte, portant un tablier, une cuillère en bois à la main. Qu'est-ce qui se passe? Le dîner est presque prêt. Le dîner peut attendre, ai-je dit. Nous devons parler de Sarah Martinez. La couleur a quitté leurs deux visages. Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit mon père. Vraiment? Alors peut-être que ceci te rafraîchira la mémoire. J'ai ouvert la boîte, j'ai sorti la coupure de presse et je l'ai jetée sur son bureau. 15 mars 1979. Délit de fuite. Mère de 2 enfants, 28 ans. Ça te rappelle quelque chose? Marcus, je ne sais pas où tu as eu ça, mais... Et ça? J'ai sorti les photos de sa voiture, les reçus de réparation, la lettre. Sa lettre, de sa propre main, avouant tout. Les mains de mon père tremblaient. C'était il y a longtemps. 45 ans. 45 ans que tu l'as tué et que tu t'es enfui. C'était un accident. Tu étais ivre. Tu as pris la fuite. Tu l'as laissé mourir seul dans la rue. Ce n'est pas un accident. C'est un crime. J'avais 23 ans. J'avais peur. J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est d'oublier de payer une facture. Une erreur, c'est de manquer un rendez-vous. Tuer quelqu'un et s'enfuir n'est pas une erreur. C'est un choix. Tu ne comprends pas, alors fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre comment tu as pu laisser une femme mourir dans la rue. Fais-moi comprendre comment tu as pu renier ton propre père pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Fais-moi comprendre comment tu as pu m'élever dans le mensonge. Me faire haïr la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père s'est affalé dans son fauteuil, le visage gris. J'allais tout perdre, a-t-il dit. Si j'allais à la police, je serais allé en prison. Ma carrière aurait été finie. Ma vie aurait été finie. Sa vie était finie. La vie de ses enfants a été détruite. Son mari s'est tué à l'alcool. Et toi, tu as tout eu. Une carrière, une famille, une belle maison en banlieue. J'ai vécu avec la culpabilité tous les jours. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que tu as vécu très confortablement. Tu as eu 45 ans de barbecue,
de vacances et de petits-enfants qui n'ont jamais existé pendant que les enfants de Sarah Martinez grandissaient sans mère. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu dises que tu es désolé. Je veux que tu dises que tu vas réparer les choses. Il est trop tard pour réparer les choses. Il y a prescription. Il n'y a pas de prescription pour le meurtre. Ce n'était pas un meurtre. C'était un homicide involontaire. Et la prescription pour ça a expiré il y a des décennies. C'est ce que tu te dis? Que ça ne compte pas parce que tu t'en es tiré? Mon père n'avait pas de réponse. J'ai rassemblé le contenu de la boîte. Je prends ça et je vais faire ce que Walter aurait dû faire il y a 45 ans. Je vais trouver les enfants de Sarah Martinez et je vais leur dire ce qui est arrivé à leur mère. Marcus, s'il te plaît. La voix de ma mère était étranglée par les larmes. Pense à ce que tu fais. Ça va nous détruire. Vous vous êtes détruits il y a 45 ans. Ils ne te croiront pas, a dit mon père. C'est ta parole contre la mienne. Il n'y a pas de preuves. J'ai tes aveux, de ta propre écriture. J'ai des photos, des reçus, des rapports de police. Walter a passé 40 ans à monter un dossier contre toi. Il n'a juste jamais eu l'occasion de l'utiliser. Le visage de mon père s'est effondré. Il allait me dénoncer. Il allait te donner une chance de faire ce qui était juste. Tu as choisi de fuir à la place. Tu t'es choisi toi-même au détriment d'une femme morte et de ses enfants. Et ensuite, tu l'as puni pour ça. Les procès, le harcèlement, une clôture de 3 mètres. Tu as essayé de le détruire, et tout ce qu'il a fait, c'est m'aimer. Je protégeais ma famille. Tu te protégeais toi-même. Comme tu l'as toujours fait. Je me suis dirigé vers la porte. Marcus. La voix de mon père m'a arrêté. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Aux enfants de Sarah. Je me suis retourné. La vérité. Que leur mère a été tuée par un homme trop lâche pour faire face aux conséquences, et qu'elle mérite la justice, même si c'est 45 ans plus tard. Trouver les enfants de Sarah Martinez n'a pas été difficile. Je suis professeur d'histoire. Je sais comment faire des recherches. Michael Martinez avait maintenant 52 ans, mécanicien à Toledo. Elena Martinez Cooper avait 49 ans, infirmière à Cleveland. Tous deux mariés, tous deux avec des enfants qui n'avaient jamais connu leur grand-mère. J'ai d'abord appelé Michael. Monsieur Martinez, je m'appelle Marcus Webb. J'ai des informations sur la mort de votre mère. Il y a eu une longue pause. Ma mère est morte en 1979. Un délit de fuite. Ils n'ont jamais retrouvé le conducteur. Je sais qui était le conducteur. Une autre pause. Plus longue cette fois. Qui êtes-vous? Je suis son fils. Et j'ai des preuves. Nous nous sommes rencontrés en personne une semaine plus tard. Michael et Elena, ensemble, dans un café à Cleveland. Ils ne ressemblaient en rien à ce que j'attendais. Juste des gens normaux, d'âge moyen, fatigués, portant des décennies de chagrin non résolus. Je leur ai donné la boîte. Ils ont tout lu. Les coupures de presse, les photos, la lettre d'aveu. Quand ils ont fini, Elena pleurait en silence et les mains de Michael tremblaient de rage. Pendant tout ce temps, a-t-il dit. Pendant tout ce temps, il était là, à vivre sa vie. Je sais. Nous étions des enfants. Nous prions chaque nuit pour qu'il le trouve, pour que justice soit faite. Je sais. Et je suis désolé. Pourquoi faites-vous ça? C'est votre père. J'ai pensé à Walter, au trou dans la clôture, à 40 ans de moments volés et de gentillesse secrète. Parce que mon grand-père a passé sa vie à essayer de faire ce qui était juste. Et parce que vous méritiez de savoir. La situation juridique était compliquée. 45 ans s'étaient écoulés. La prescription pour homicide involontaire par véhicule avait expiré depuis longtemps. Mon père ne pouvait pas être poursuivi au pénal. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait y avoir de conséquences. Michael et Elena ont intenté une action civile. Ils sont allés voir la presse. L'histoire du délit de fuite, de la dissimulation, des 45 ans de mensonges, a fait la une des journaux nationaux. La vie soigneusement construite de mon père s'est effondrée. Ses amis l'ont abandonné. Ses voisins, ceux qui avaient soutenu sa guerre contre Walter pendant toutes ces années, ont été horrifiés d'apprendre la vérité. Ma mère,
finalement forcée de faire face à la réalité de l'homme qu'elle avait épousé, a déménagé. Et moi, j'ai hérité de la maison de Walter. J'ai emménagé. J'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie dans la maison du grand-père que je n'avais jamais su que j'avais. J'ai trouvé d'autres de ses affaires en m'installant. Des albums photos remplis de photos de moi prises de loin, à travers les fenêtres et les jardins. Un journal intime où il écrivait sur nos conversations à travers la clôture, documentant chaque mot, chaque rire, chaque moment de connexion. Des cartes d'anniversaire qu'il n'avait jamais pu envoyer. Adressées à « mon petit-fils, Marcus », rangées dans un tiroir avec des timbres qui n'ont jamais été utilisés. Il m'avait aimé chaque jour pendant 40 ans. Il m'avait aimé. Et je n'avais jamais su qui il était vraiment. Je vais sur sa tombe tous les dimanches maintenant. Je lui parle de ma semaine, de mes élèves, des petites victoires et des revers mineurs d'une vie ordinaire. Et je lui dis que je comprends enfin pourquoi il est resté, pourquoi il a regardé de derrière la clôture, pourquoi il n'a jamais abandonné. La famille, c'est compliqué. Parfois, les personnes qui devraient nous aimer le plus sont celles qui nous blessent le plus profondément. Mais parfois, ceux qui semblent être des étrangers sont ceux qui nous aiment le plus. Walter Hartley n'était pas un homme dangereux. C'était un grand-père qui n'abandonnerait pas son petit-fils, peu importe ce que cela lui coûterait. Il a tout sacrifié, sa relation avec son fils, sa tranquillité d'esprit, sa vie entière, juste pour être près de moi. C'est le genre d'amour dont je ne connaissais pas l'existence. C'est le genre d'amour que je veux honorer. Michael et Elena viennent parfois me rendre visite. Nous sommes devenus une sorte de famille, liés par la tragédie et la vérité. Ils me parlent de leur mère, de la personne qu'elle était avant que mon père ne la leur enlève. Et je leur parle de Walter, du héros tranquille qui a passé 40 ans à côté, attendant une chance de réparer les choses. La clôture a disparu maintenant. Je l'ai abattue la semaine où j'ai emménagé. Il n'y a plus rien qui sépare les deux propriétés. Juste de l'herbe ouverte menant d'une maison à l'autre. Mon père m'a écrit une lettre le mois dernier. Il vit en Floride maintenant, seul, sa réputation détruite. Il dit qu'il est désolé. Il dit qu'il comprend pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Il dit qu'il espère qu'un jour je pourrai lui pardonner. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que le pardon est possible, même pour quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je suis encore en train de digérer, de faire mon deuil, d'essayer de comprendre comment l'homme qui m'a élevé a pu être si monstrueux et comment l'homme que l'on m'a appris à craindre a pu être si bon. L'histoire, ce ne sont pas seulement des dates et des noms. Ce sont des gens. Des gens ordinaires qui font des choix dont les répercussions se propagent à travers le temps. Mon père a fait un choix il y a 45 ans. Il a choisi de fuir. Il a choisi de se cacher. Il s'est choisi lui-même au détriment d'une femme mourante et de ses enfants. Walter a fait un choix différent. Il a choisi de rester. Il a choisi de regarder. Il a choisi d'aimer son petit-fils de derrière une clôture, même quand il lui était interdit de parler. Je fais mon propre choix maintenant. Je choisis la vérité plutôt que les mensonges. Je choisis la justice plutôt que le silence. Je choisis d'être le genre d'homme que Walter croyait que je pouvais être. La clôture a disparu. Les secrets sont révélés. La vérité est enfin libre. Et quelque part, j'espère que Walter sourit. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Avant de partir, j'ai laissé 2 autres histoires ici sur votre écran, toutes 2 d'hommes qui ont découvert que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. C'est celle qui vous soutient lorsque la vérité éclate. Cliquez sur celle qui vous interpelle. Et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être l'étranger qui regarde de l'extérieur, cette cloche de notification est votre invitation. Jusqu'à demain, rappelez-vous, votre histoire compte, même s'ils ont essayé de l'effacer.